En 94, à la frontière entre le Rwanda et l'ex-Zaïre, il y a des centaines de milliers de personnes qui fuient. Il s'agissait des génocidaires, des gens qui avaient perpétré les massacres pendant 100 jours. Dans leur fuite, tous ces gens-là ont notamment bu l'eau du lac Kivu qui était contaminée par les cadavres. Donc c'est déclenché une énorme épidémie de choléra. On a vu des milliers de morts. Donc les gens marchaient, tombaient, mouraient. Et au petit matin, les camions de la Croix-Rouge zaïroise ramassaient les corps, les déversaient dans des fosses communes qui avaient été creusées par des soldats français de l'opération Turquoise. Et on les enterrait, on les recouvrait de chaux. Et il y a ce légionnaire qui supervise donc ce charnier en question. Et puis il voit quelque chose qui bouge. On se rend compte qu'il y a un enfant qui est vivant là-dedans. On arrête l'ensevelissement et on extrait l'enfant. Ce légionnaire baptise l'enfant Angelo et décide instantanément de l'adopter. Il l'a sauvé, il veut l'adopter. Il y a une espèce de coup de cœur comme ça. Donc voilà Angelo en juillet 94, sauvé du charnier. On ne sait absolument rien de cet enfant, ni d'où il vient, est-ce qu'il est Hutu, est-ce qu'il est Tutsi. D'ailleurs, peu importe, c'est un survivant. Un an plus tard, cependant, Angelo retrouve son père. Lors des distributions de rations alimentaires, le père entend le nom de son fils. Père et fils sont réunis. À partir de ce moment-là, ils vont entamer une vie de réfugiés dans les camps du Zaïre. Ils vont bouger de camp en camp. Mais nous, avec la journaliste, on en sait un petit peu plus. Alors on décide d'aller au Rwanda, dans le village d'origine d'Angelo. On rencontre sa mère et on lui apprend que l'enfant et le mari qu'elle croyait mort sont en fait encore en vie. Et là, c'est la réunification de la famille. Donc le père et le fils retrouvent leur mère et les frères et sœurs. Angelo, sa mère. Donc très vite, le quotidien reprend. Angelo va à l'école. Il s'occupe de lavage de la famille, qui est leur bien le plus précieux. Mais en février 97, 2 mois après leur retour, le père est arrêté et enfermé au cachot communal pour avoir participé au génocide. Donc le père et le fils sont de nouveau séparés. Là, il a 15 ans. Et à 15 ans, il a déjà redoublé 2 fois et il va vite arrêter l'école. 5 ans après que son père ait été incarcéré à la prison centrale de Kigali et accusé de participation au génocide, pour la première fois, Angelo va rendre visite à son père. Voilà le père qu'on aperçoit en amorce de la photo sur la gauche du cadre. Tout de suite, la relation avec la mère est tendue parce qu'elle lui reproche d'être en prison, de rien faire, alors qu'elle, elle doit se débattre pour faire vivre le reste de la famille. Mais surtout dans cette image, il y a une espèce d'incrédulité dans le regard d'Angelo parce qu'il ne reconnaît pas vraiment son père. Puis là, Angelo a une vingtaine d'années et il survit en louant ses bras comme bûcheron, où il est payé à la journée. Mais il a de plus en plus mauvaise réputation. On dit de lui que c'est un garçon qui boit beaucoup, qui aime bien la bagarre, qui fréquente beaucoup de femmes. On lui prête des enfants à droite à gauche. En 2010, toujours, la mère d'Angelo, Marie, qui a 58 ans, est mourante. Les 2 enfants aînés proposent de vendre les tôles du toit de la hutte pour récolter de l'argent et financer les soins de la mère. Mais Angelo refuse. Parce que lui, il considère qu'elle est malade, que ça ne sert à rien de la soigner, que de toute façon, elle va mourir. Et qu'il ne voit pas pourquoi on dépenserait de l'argent pour elle. Donc chez Angelo, il y a cette espèce de dureté maintenant. En 2010, il a 25 ans, où il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de... on reste dans la survie, quoi.